Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Alec, je suis interne en anesthésie et réanimation, actuellement en 4e trimestre dans le service d'anesthésie de l'hôpital Antoine Desclercq. Et nous allons parler de prééclampsie et insuffisance rénale aiguë. Tout d'abord, la prééclampsie, on a eu le topo préparément, mais quelques rappels, c'est une maladie strictement obstétricale avec une prévalence de 4% des femmes enceintes qui peut se compliquer sur le plan rénal dans 5 à 10% des cas. On a différents critères de sévérité et de gravité qui concernent le rein. Donc, le critère de sévérité, c'est la protéinurie à 3 grammes par jour, la créatinémie supérieure à 90 micromol et l'oligurin à 500 ml par jour. Les critères de gravité ressemblent un petit peu aux critères de sévérité, mais c'est surtout la débalance d'organes, c'est-à-dire une insuffisance rénale aiguë, avec un doublement de la créatinémie ou une créatinémie supérieure à 96 micromol par litre. À travers ce stade, nous allons essayer de répondre à ces différentes questions. Quels sont les facteurs de risque quand on a une prééclampsie de développer une insuffisance rénale aiguë? Quelle est la gravité immédiate de ces patients? Et quel est leur pronostic rénal à long terme? Si on s'intéresse un petit peu à la physiopathologie, donc il y a une modification de la physiologie rénale chez la femme enceinte. Donc des femmes enceintes qui vont augmenter leur débit cardiaque, ceci couplé à une baisse des résistances artériolaires afférentes et efférentes. Il y a une augmentation du débit sanguin rénal qui s'accompagne d'un état d'hyperfiltration, donc avec une augmentation du débit de filtration glomérulaire, une baisse de la créatinémie qui est beaucoup plus basse comparée aux patientes non enceintes, une augmentation de la protéinurie donc physiologique qui est inférieure à 0,3 g par jour, ce sont des patientes également avec un état de rétention hygrosodée. La prééclampsie, donc c'est une dysfonction endothéliale et une microangiopathie multi-organes. Plusieurs organes peuvent être atteints, le cerveau, le foie, le rein, ainsi que la circulation systémique. Donc, la genèse, c'est effectivement une anomalie au niveau de la placentation qui peut avoir plusieurs facteurs peuvent s'impliquer, donc des facteurs immunologiques, environnementaux et génétiques. L'hypoxie placentaire va augmenter des médiateurs, notamment de l'inflammation, comme le SFLT1, qui va bloquer les facteurs pro-angiogéniques comme le VEGF et le PLGF. Là, on entraîne une dysfonction endothéliale sur un déséquilibre entre la balance pro-angiogénique et la balance anti-angiogénique. Au niveau du rein, l'augmentation du SFLT1 va provoquer une endothéliose glomérular, ainsi que des lésions au niveau des podocytes, ce qui entraîne une dysfonction rénale et la protéinurie. Si l'on zoome au niveau de la membrane de filtration glomérulaire, donc sur le schéma de gauche, c'est la physiologie donc, normale. Donc, sur la partie droite, c'est au niveau de la prééclampsie. Donc nous avons les 3 couches, la couche des podocytes, la couche avec la membrane basale glomérulaire, ainsi que la couche avec les cellules endothéliales. Le VEGF au niveau rénal est essentiellement produit par les podocytes. On va avoir 2 types d'actions. Une action paracrine sur les cellules endothéliales pour assurer en fait, la trophicité de l'endothélium ainsi que ses différentes fonctions, mais aussi une action autocrine donc sur le podocyte lui-même, avec la formation des lésions entre les podocytes, des lésions avec la membrane basale glomérulaire et des lésions entre les cellules endothéliales pour réaliser vraiment la fonction de cette membrane qui est donc une filtration sélective, retenir certains composants dans le compartiment sanguin et pour la création de kinetiques. Quand on a une prééclampsie, donc on a l'hypoxie au niveau du placenta qui augmente le SFLT1 qui va bloquer le VEGF et on va faire les 2 fonctions du VEGF, la fonction autocrine et paracrine. Et c'est là qu'on va avoir donc, la dysfonction endothéliale au niveau des cellules ainsi que une dysfonction des cellules podocytaires, donc une perte des liaisons entre les podocytes. Donc les podocytes sont éliminés par l'urine, c'est ce qu'on appelle la podocyturie. Maintenant, si on dézoome au niveau du glomérule, on a sur ce schéma les différentes lésions que l'on peut retrouver quand une prééclampsie fait une insuffisance rénale aiguë. Donc, il va y avoir des lésions de microangiopathie thrombotique rénale avec un déséquilibre sur la balance des facteurs qui sont plutôt vasodilatateurs, la dysfonction endothéliale qui va en fait activer les plaquettes, donc l'activation plaquettaire des formations de microthrombines. On peut retrouver aussi une lésion assez spécifique qui s'appelle l'endothéliose, donc c'est un œdème des cellules endothéliales qui ne fonctionnent plus, ainsi qu'une réduction du calibre de la lumière des vaisseaux, la protéinurie qui est la conséquence, ainsi que la podocyturie. Comment faire le diagnostic d'une insuffisance rénale aiguë? C'est une femme enceinte. Mais si l'on suit les recommandations de la SFAR
et de la SRL de 2015, il faut utiliser la classification CADIGO pour le diagnostic positif et de gravité pour une insuffisance rénale aiguë dans le contexte de la médecine périopératoire ainsi qu'en réanimation. Cette classification, on connaît avec 3 stades de gravité croissante, ainsi que la double entrée, soit par des augmentations de la créatinémie par rapport à la baseline, soit par une diminution de la diurèse, donc une oligurie. Les recommandations d'Alstar et du CELGOP de 2020 sur la fréquencie, eux, vont plutôt utiliser en fait une créatinémie supérieure à 90 micromoles. Comme je vous l'ai dit, 90 micromoles chez une femme enceinte, c'est déjà beaucoup, mais qui a cet état d'hyperfiltration, donc elles sont beaucoup plus bas. En général, autour de 40 à 50 micromoles, ou une oligurie. Une insuffisance rénale aiguë pendant la grossesse, une incidence qui est assez variable dans les différents pays du monde. C'est une incidence qui est très élevée dans les pays en voie de développement. Par exemple, en Inde, c'est 1,5% des parturientes qui vont faire une insuffisance rénale aiguë. Ceci est dû notamment à une proportion très élevée des hémorragies postpartum qui peuvent être très sévères, ainsi qu'une proportion élevée des sepsis. Dans les pays plutôt riches comme le Canada, on a une incidence qui est beaucoup plus faible, mais par contre qui est en augmentation depuis une dizaine d'années, assez progressive. Et cela, ça s'explique notamment que les femmes enceintes dans les pays riches sont de plus en plus âgées, de plus en plus comorbides, et les grossesses sont de plus en plus compliquées. Un petit rappel du diagnostic différentiel à avoir en tête quand on a une insuffisance rénale aiguë chez les femmes enceintes. Donc la classification à trois parties avec les causes prérénales plutôt vasculaires, hémorragie, les vomissements comme le périnésis gravidarum, les causes intrarénales, donc là on retrouve la préclampsie, les nécroses tubulaires aiguës, les nécroses corticales et les causes post-rénales, par exemple hydronéphrose par compression bilatérale des deux uretères par l'utérus gravide ou des lésions des uretères par les chirurgiens lors d'une césarienne. Là sur ce graphique, on voit la temporalité de certaines causes obstétricales. Donc, nous avons surtout en début de grossesse les causes septiques ou bien fauche-rousse septique, mais à partir de la fin de grossesse, c'est plutôt les causes hémorragiques, donc l'hématome rétroplacentaire, l'hémorragie du postpartum, le sepsis. On retrouve la préclampsie, donc de 20 semaines d'aménorrhée jusqu'à plus 4 semaines en postpartum. Et enfin, nous avons aussi les microangiopathies thrombotiques comme le BTP, le CHU atypique et d'autres types de microangiopathies. La prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë dans le cadre de la préclampsie. Ça va être une partie assez courte parce que c'est une prise en charge assez aspécifique. Il faut tout d'abord identifier l'étiologie de l'insuffisance rénale aiguë. Il n'y a pas de traitement spécifique en dehors de la délivrance, donc pour arrêter en fait ce phénomène ischémique. Il faut optimiser les patientes sur le plan hémodynamique. Donc là, je vous renvoie au staff junior de ma collègue Emma Berthe. C'est des patients qu'il faut hospitaliser en réanimation pour et l'optimisation hémodynamique avec tout le monitoring, ainsi que pour débuter une épuration extrarénale quand on a des critères de dialyse. Et enfin, sur la partie préventive, il faut essayer de limiter les néphrotoxiques. Nous allons nous intéresser maintenant aux facteurs de risque de développer une insuffisance rénale aiguë quand on est préclamptique sévère. Donc c'est la première étude que je vous propose, c'est une étude publiée en 2021, une étude rétrospective, donc des cas témoins en Espagne, où ils se sont intéressés en fait aux variables maternelles et périnatales des patients qui vont développer une préclampsie sévère et qui vont avoir l'insuffisance rénale aiguë, en les comparant à celles qui ne vont pas avoir l'insuffisance rénale aiguë. Donc là, ce sont près de 300 patients, dont un quart qui est préclamptique. Quand on regarde donc ce tableau en prépartum, les variables qui sont associées à une insuffisance rénale aiguë, en fait, c'est des patients qui vont avoir une maladie rénale chronique, donc là, ça se manifeste par une créatinémie en prépartum qui doit être plus élevée comparée à celles qui ne vont pas faire d'insuffisance rénale aiguë. Pendant la grossesse, on a une association statistique avec les patients qui vont avoir une grossesse par fécondation in vitro. Et là, je pense que c'est plus en fait une conséquence du fait que les patients qui ont des troubles de la fertilité sont plus âgés, plus comorbides, et pas forcément en fait la FIV qui provoque l'insuffisance rénale aiguë. Au moment du diagnostic de la préclampsie sévère, donc ce sont des patients qui sont surprises, qui ont une créatinémie qui est plus élevée. Ce sont des patients aussi avec un autre ratio qui est quand même assez élevé, qui vont faire plus de microangiopathie thrombotique et qui ont un terme qui est un peu plus précoce, puisque une plus grande proportion se trouve dans la catégorie 28-36 semaines d'aménorrhée. Si l'on s'intéresse donc au moment, on va dire, de l'accouchement, il y a plus de césariennes dans le groupe des patients préclamptiques sévères qui font l'insuffisance rénale aiguë, parce que ça s'explique aussi
par le fait que l'insuffisance rénale aiguë est donc un critère de gravité, qu'on veut terminer la grossesse assez rapidement au vu des défaillances d'organes qui commencent à s'installer. Si on regarde donc les variables qui concernent le nouveau-né, ce sont des bébés qui ont plus petit poids, qui vont faire plus de réanimation néonatale et qui vont avoir plus de maturation pulmonaire, et cela indépendamment du terme qui était sensiblement identique entre les deux groupes. Quand on regarde, donc là ce que j'ai fait en termes, c'était l'analyse univariée. Maintenant sur l'analyse multivariée avec la régression logistique, les principaux facteurs de risque qui ressortent, c'est la maladie rénale chronique avec un autre ratio qui est aux alentours de 4. La fécondation in vitro, donc je vous ai expliqué, pour moi, ce n'est pas une cause, mais plutôt un marqueur. Et un des principaux odds ratios, c'est la microangiopathie thrombotique, qui était définie par une anémie hémolytique, ainsi qu'une thrombopénie et une dysfonction d'organes. Donc ces patientes, quand elles font la microangiopathie thrombotique, elles ont un très fort risque de faire une insuffisance rénale aiguë. La césarienne, pareil, plus un marqueur de gravité. Une autre étude qui s'intéresse aux facteurs de risque de développer l'insuffisance rénale aiguë. Donc cette fois-ci, c'est l'étude CRADL 2 publiée donc, sur des patientes en Afrique du Sud, où ils sont intéressés donc, à l'insuffisance rénale aiguë parmi des prééclamptiques, donc de toutes sévérités confondues, et ils ont classé les insuffisances rénales aiguës selon la classification CADIGO. Les deux facteurs de risque qui ressortent dans cette étude, donc qui sont un peu différents des autres, ceux que vous avez c'était l'antécédent d'hypertension artérielle chronique, donc avec un odds ratio à 2, et les antécédents d'hypertension artérielle gravidique et de prééclampsie. Et là, ça rejoint un petit peu l'idée que les patients qui ont déjà une agression rénale chronique, ont un capital néphrogénique qui est déjà altéré, vont être beaucoup plus sensibles et peuvent faire cette complication. Maintenant, si l'on parle donc du pronostic maternel et fœtal à court terme, nous restons sur l'étude CRADL 2. Et on voit qu'en fait, les patients qui vont faire l'insuffisance rénale aiguë vont avoir un surrisque de décéder, une augmentation du risque de décès maternel, plus de crise d'éclampsie, plus d'AVC, plus d'admission en réanimation et plus de mortalité au niveau néonatal. Si on regarde, donc, si on compare le sous-groupe des patients qui sont CADIGO 1, donc les moins sévères, avec les patients qui ont le CADIGO 3, donc plus sévères, on a une augmentation du risque d'éclampsie, d'admission en réanimation et de mortalité au niveau du nouveau-né. C'est intéressant parce que c'est une étude observationnelle, on n'est pas sur l'interventionnel, donc il n'y a pas de critère de causalité entre l'insuffisance rénale aiguë et ses complications, mais la relation dose-effet, c'est un indice en fait qu'il pourrait y avoir une causalité. Si l'on étudie donc, la récupération rénale à la sortie de la réanimation, donc la récupération rénale a été définie par une créatinémie inférieure à 1,5 fois la baseline, donc on sort des critères CADIGO. Plus on a une insuffisance rénale aiguë sévère, donc CADIGO 3, et seulement 35% des patients qui vont récupérer à la sortie de l'hospitalisation, comparé à 90% des CADIGO 1. Une autre étude donc, sur la gravité de ces patients, là on s'intéresse cette fois-ci à l'insuffisance rénale aiguë dans la grossesse, donc pas uniquement et pas spécifiquement les prééclamptiques. Donc on n'avait pas le détail, donc c'est une revue de la littérature avec méta-analyse qui a été faite sur à peu près 6000 grossesses. Donc on n'a pas le détail des causes d'insuffisance rénale aiguë, mais la prééclampsie en fait partie. Donc là c'est plutôt pour voir la gravité, on va dire spécifique de l'insuffisance rénale aiguë. C'était des patients qui étaient dans des pays en voie de développement. La définition de l'insuffisance rénale aiguë était assez variable, mais là on retrouve en fait un surrisque au niveau de la mortalité maternelle avec un odds ratio à 4,5, un grade de niveau de preuve assez faible sur des études qui étaient uniquement rétrospectives et avec une hétérogénéité assez importante des résultats. On retrouve aussi cette augmentation de la mortalité au niveau périnatal avec un odds ratio de 2,57. Ce sont également des patients qui vont faire un séjour en réanimation qui va être plus long, de 2 jours en moyenne. Maintenant, nous allons nous intéresser au pronostic maternel à long terme. Donc là, je reprends encore une fois la méta-analyse précédente. Ils ont estimé, donc en poulant tous les résultats, que quand on fait une insuffisance rénale aiguë pendant la grossesse, on a 2,4% des patients qui vont développer une insuffisance rénale chronique terminale, donc soit dialysée, soit transplantée. On pourrait se dire que c'est assez énorme que ça. Quand on regarde donc, cette étude canadienne qui s'est intéressée à toutes les patientes dialysées pendant la grossesse
sur une quinzaine d'années, donc une étude rétrospective où alors, bon, il y avait plusieurs causes d'insuffisance rénale aiguë, mais la plupart, on avait 21% de préclampsie, mais on avait aussi du sepsis, de l'hémorragie postpartum et d'autres micro-angiopathies thrombotiques. Sur ces patientes, il y en a 4% qui sont encore dialysés à 3 mois et qui ne vont pas récupérer une fonction rénale normale. Pour aborder ce pronostic en fait, rénal à long terme, il faut des études à long terme. Le plus loin que j'ai pu avoir, c'est sur cette revue des littératures avec méta-analyse, qui s'était intéressée aux outcomes rénaux chez les patientes qui ont fait une préclampsie, ils n'ont pas forcément fait une insuffisance rénale aiguë et qui n'étaient pas forcément sévères, mais ce sont des patients qui ont été suivis sur au moins 4 ans. C'était uniquement des études rétrospectives, une majorité en Europe, donc ils se sont vraiment intéressés au pronostic rénal. Et là, quand on regarde en fait leurs résultats, c'est qu'on a vraiment un surrisque quand on fait une préclampsie, même on va dire banale, sévère, pour lequel l'anesthésiste réanimateur ne va pas être appelé. On a un surrisque en fait à 6,35 de développer une insuffisance rénale chronique terminale. Et ça montre bien que c'est quand même toujours la préclampsie vraiment est responsable d'une agression aiguë. Et alors là, si on regarde, en fait, ils avaient déterminé que le nombre de préclampsies nécessaires pour avoir une insuffisance rénale chronique terminale, c'est 310. Si on peut le mettre en contexte, si on regarde les chiffres en fusionnant le nombre d'accouchements du Crémain-Bicêtre et de Becker, on est à peu près à 7000 accouchements par an. Ce sont tous les deux des maternités de niveau 3, donc on va dire qu'on a à peu près 10% de patients préclamptiques. Donc chaque année, on a 2 patients qui vont développer une insuffisance rénale chronique terminale, vraiment quand même, on m'a dit, assez lourde, hein. C'est soit de la dialyse, soit de la transplantation, après une préclampsie. Pour conclure, l'insuffisance rénale aiguë et la préclampsie, donc le mécanisme, on a vraiment au premier plan cette dysfonction endothéliale et cette micro-angiopathie multi-organe. Les principaux facteurs de risque de développer une insuffisance rénale aiguë quand on a une préclampsie, ce sont les atteintes rénales préexistantes, soit par des maladies rénales, de l'hypertension artérielle chronique, une agression rénale précédente comme l'HTA gravidique où la préclampsie n'est pas forcément sévère. C'est une complication avec une gravité à court terme, puisqu'on a une augmentation de la mortalité à la fois de la mère et du pétri, donc c'est une patients qui sont hospitalisés en réanimation. On peut se poser la question du pronostic à long terme, puisque ce sont des patients qui sont jeunes, qui ont une agression rénale assez forte, même si elles vont récupérer une fonction rénale dans l'immédiat. On peut se poser la question de leur fonction rénale dans 20, 30 ans, 40 ans, et là on n'a absolument aucune donnée. Donc c'est pour ça que je recommande en fait, d'envoyer en fait, ces patients vers un néphrologue pour effectuer un suivi à long terme et éventuellement commencer à prévenir au maximum les néphrotoxiques et préparer le cas échéant à une dialyse et à une transplantation. Je vous remercie de votre attention.